Le réveil de l'info. C'est Atlantique Radio. Les décodeurs du jour, les premiers décodeurs du mois de Ramadan. Non, le décodeur du jour. Oui, c'est le décodeur du jour, Dans bien le cas sûr. d'espèce. Oui, parce que alors, j'ai pas annoncé encore que Ismaël Bargache est malade, donc nous lui souhaitons un prompt rétablissement, comme dit la formule Oui. consacrée. Comment Bien ça sûr. va, Hicham Hamadi, PDG Super de bien. Togo. Ça va bien? Oui. Alors La pêche. on a pas mal de sujets aujourd'hui. Allons-y. Parce que je voulais commencer par ce qui se passe au niveau des pharmacies. On va en parler un petit peu quand même en ce moment. Il y a une grève qui est... bon, les pharmaciens menacent de faire grève si on ne trouve pas une solution. Je réexplique, puisque ça concerne l'ouverture du capital des pharmacies. Aujourd'hui au Maroc, une pharmacie, une officine doit appartenir à un pharmacien diplômé, inscrit à l'ordre. Ça signifie que le propriétaire est obligatoirement un professionnel de santé, responsable juridiquement, déontologiquement de l'activité. L'ouverture du capital voudrait dire permettre à des investisseurs extérieurs, des personnes physiques non pharmaciens, des fonds d'investissement, des sociétés, d'entrer dans le capital d'une pharmacie, donc d'en détenir des parts. Voilà ce qui pose problème. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce que ça risque, est-ce que ça va modifier le paysage? Est-ce que ça risque de modifier, je sais pas, le statut des pharmaciens? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui. Si on regarde ce qui se passe sur le terrain, c'est que les pharmaciens ne sont pas dans leur pharmacie. Ils ont toujours des salariés. Oui, alors voilà. C'est une stricte vérité, c'est une stricte réalité que nous vivons. Il y en a qui sont dans leur pharmacie. Oui, très peu. Il y en a, j'en Très connais. Oui, très peu. Oui. Très peu, et pas tout le temps. Donc, je ne vois pas. Enfin, avant on ait ça parce qu'on voulait absolument, parce qu'on avait un accès aux soins qui était très limité. Donc, le pharmacien était conseil. Et effectivement, quand on n'allait pas chez le médecin, on partait chez le pharmacien, on posait la question. Et c'était le cas d'espèce de ma vie, parce que le pharmacien était le conseiller. Oui, je comprends. De là à aller contre le sens de la marche, parce que c'est le sens de la marche dans le monde entier. Ça permet de structurer le secteur, ça permet de faire en sorte à ce que le médicament soit disponible et à réduire aussi le coût du médicament, parce que quand on a l'effet de volume, j'espère que ça a un impact sur le prix. Donc à mon sens, ça ne peut être qu'intéressant. Maintenant, il faut le structurer de telle manière à ce que... Une deuxième aberration que nous avons, que je ne comprends pas d'ailleurs, c'est qu'on a ce qu'on appelle les pharmacies de garde. Oui. Pourquoi pas décréter que toutes les pharmacies peuvent faire de la garde? Oui. Pourquoi on est obligé le soir d'aller chercher la pharmacie de garde? Non, mais bien sûr, Par exemple. il y a Ça, aussi les horaires d'ouverture. Oui. On est en Exactement. 2026, on a toujours une pause à midi, etc. Voilà. Alors Donc que... il faut absolument que ça se structure. Je pense que ça passera par ce type d'investissement. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé dans la santé avec les cliniques. Aujourd'hui, on a un accès aux soins qui est, on va dire, généralisé et qui est de qualité. Et si vous regardez l'usage de l'hôpital public versus l'hôpital privé, il n'y a pas photo. Donc c'est le sens de la marche. Maintenant, oui, je pense qu'il faut rester sur la professionnalisation. Il est normal qu'il y ait un pharmacien qui soit probablement le gérant, le DG, le responsable, on va dire, déontologique, celui qui a le métier. Oui, je pense qu'il le faut. On sait le rôle du pharmacien. Exactement. Ici, il est très Donc, important. À mon sens, c'est obligatoire Oui. qu'il soit dans le capital et qu'il soit au moins dans la gestion, dans le management, mais que derrière, qu'il y ait des investisseurs, qu'il y ait du capital, ça a énormément de sens. On en reparle un tout petit peu tout à l'heure. Il est 9h. Le décodeur aujourd'hui, c'est une nouvelle ça, c'est bien émission, dit, ça. le décodeur. Exactement. On n'a pas eu le temps de mal. faire un jingle pour ça, mais voilà. Hicham Hamadi, PDG de Togo, avec nous. On a parlé des pharmacies, ça gronde dans les pharmacies. Est-ce qu'on pourrait imaginer avoir au Maroc, chez nous, dans un avenir proche, des officines comme on les trouve par exemple en Amérique du Nord, qui sont en même temps des grandes épiceries de médicaments, avec aussi des pharmaciens d'ailleurs, qui sont là, dans un espace bien particulier, mais qui sont énormes et qui pratiquent des prix très intéressants pour... J'espère. Et qui emploient des pharmaciens qui n'arrivent pas à ouvrir leur propre officine, parce qu'aujourd'hui, le fonds de commerce coûte très cher, et qui rend le médicament disponible, parce que c'est ça le plus important, et qui ouvre H24, parce que ça, c'est un vrai sujet pour les gens qui ont des enfants en bas âge. Moi, j'ai vécu ça.
Il faut trouver la pharmacie de garde. Et puis après, c'est affiché sur, soit, on va dire, sur un journal, soit au niveau de la pharmacie elle-même. Vous allez Oui. trouver un truc qui Et est illisible. heureusement qu'il y a des journaux qui le font, Ah parce oui, que sinon avant il illisible, fallait c'était un jeu de illisible. pistes. Ouais, Ouais. Et puis après, quand vous y allez, il faut attendre parce qu'il y a plein de monde, parce qu'on crée la ouais, rareté. exactement. Il y a la queue. Donc oui, je l'espère Après, parce c'est que, aussi une histoire de territoire, la pharmacie, parce qu'il y a des endroits où la petite pharmacie, elle est importante bien sûr, bien et sûr. Mais en fait, elle rend beaucoup de services. bah, le fait d'ouvrir le capital ne fera pas que, n'est pas antinomique avec le fait qu'il y ait des pharmaciens qui continuent d'exercer. Mm. Donc oui, c'est clair et net. Et maintenant, il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs que ce qu'on a fait sur les cliniques, que ça soit concentré sur l'axe Casaraba, Tanger, Marrakech, que ça soit, on va dire, un peu dispersé partout, qu'on puisse rendre... Parce que l'objectif prioritaire de tout cela, c'est rendre disponible le médicament à un prix, on va dire, abordable ou pas cher pour le citoyen. Si c'est celui-là l'objectif et qu'on arrive à l'atteindre, bah, c'est très bien, tous les moyens sont bons. Oui, mais bon, les pharmaciens actuels regrettent que leur marge soit trop rigide, par exemple. Donc en même temps, et c'est vrai qu'ils veulent des marges qui soient moins rigides, ils veulent gagner un peu plus d'argent, tout simplement. Mais ils refusent cette ouverture au Ah, je capital. pense qu'on a un système de corporation qui est très très fort au niveau au Maroc, typiquement pour les médecins, pour les Oui. pharmaciens, pour tous les corps de métier, pour Mm. euh, les avocats aussi. Quand il y avait les 10% à impacter, il y avait... Non, il faut qu'on sorte de cela. Bah, il faut regarder, je ne connais pas le niveau de marge qu'ils ont versus le niveau des grossistes. Et il va falloir mettre tout ça à plat de telle manière à ce que le pharmacien puisse gagner sa vie dignement et que le médecin puisse gagner sa vie dignement sans pour autant, on va dire, aller dans l'excès. Donc oui, il faut débattre de cela avec les autorités, mais le sens de la marche et l'ouverture du capital ne peut être que bénéfique pour le citoyen. On va parler du ramadan. Ouais, premier Hein. jour. Alors, ramadan, premier jour. Question personnelle, Hicham, comment vous le vivez ce ramadan? Ça signifie quoi pour vous? J'ai posé la question au décodeur d'hier aussi. Hein. Ah, Voilà. ça signifie une, on va dire, purification du corps Parce que d'abord. chacun a son ramadan, hein, Oui, c'est bien sûr, important. bien sûr. Chacun le vit comme Oui. il le souhaite. Purification du corps parce que on réduit le nombre de repas et on réduit la quantité. Et puis après, donc, c'est une vraie détox du corps, de un. De deux, c'est le mois où, entre parenthèses, on est censé être plus proche, on va dire, du rite et de la pratique. Mm. La pratique, on va dire, religieuse. Et puis après, c'est un mois de sport pour moi. Et c'est un mois de production extraordinaire parce que le nombre de réunions se réduit parce que la journée se réduit. Donc, on a beaucoup de temps pour soi et c'est un moment de lecture aussi. Enfin, moi, je le vis comme ça. C'est un moment où je lis beaucoup. Ah, très bien. Hmm. Excellent. Mais Ramadan, c'est aussi d'autres problèmes qui arrivent. Hein. Les prix de certains produits alimentaires repartent à la hausse chez nous, notamment le poisson, on a parlé de la sardine, bien évidemment, les légumes, ravivant les inquiétudes sur le pouvoir d'achat. La situation économique des familles marocaines demeure fragile. Près de 77% des ménages déclarent une dégradation de leur niveau de vie sous l'effet de l'évolution des prix et d'une capacité d'épargne limitée. Or, les dépenses liées au mois sacré augmentent souvent de 30 à 50% par rapport à un mois normal, accentuant le déséquilibre entre revenus stagnants, charges en hausse et poussant certains foyers à recourir au crédit ou aux avances sur salaire. Donc, est-ce que c'est normal que ce ramadan que vous venez de me décrire, Hicham, soit synonyme d'endettement, de crédit et de dépenses beaucoup, enfin même très importantes? Bah, il y a une augmentation de la demande. Ça, c'est parce que, en fait, on se rattrape sur la rupture du jeûne le soir. Les gens se Bien rattrapent en sûr, oui. mettant des tables garnies, Très fourni. très fournies. Et donc, du coup, on a une demande qui augmente. Et derrière, qui dit demande, qui dit augmentation de la demande, augmentation, on va dire, du prix de l'offre ou de la rareté aussi. Ça crée de la rareté. Donc oui, effectivement, on a des produits qui, dont le prix augmente. C'est dû à la forte tension et c'est surtout dû au nombre d'intermédiaires.
Et il va falloir qu'on se mette sur que l'État ou l'administration puisse réguler cette partie, parce qu'il n'est pas normal qu'on puisse trouver entre 8 et 12 intermédiaires sur un seul produit. Donc ça fait que le produit arrive à l'usager avec un prix exorbitant et que le producteur n'en profite pas du tout. Enfin, le producteur n'en profite pas et le citoyen le retrouve très cher. Première euh, chose à faire, c'est de mettre à plat ce système. Il y a des initiatives, on va dire, privées qui, euh, qui permettent d'aller dans ce sens. Typiquement, enfin, je vais les citer, Yola Fresh, qui est une start-up qui permet de rendre disponibles, on va dire, les fruits et légumes auprès des points de vente et qui travaille directement avec les agriculteurs. Donc, ça permet de réduire le coût le nombre d'intermédiaires. Circuit court Exactement, ouais, rapide, circuit rapide. Et maintenant, ils n'ont pas encore la taille critique pour que ça soit impactant, mais en tout cas, c'est une très belle initiative. Et c'est que comme ça qu'on peut, on va dire, rationaliser les prix. Après, il ne faut pas oublier qu'on est passé par une période enfin de fortes pluies, avec des difficultés d'accéder à un certain nombre de produits, notamment les produits de la mer. Voilà, donc il y a un contexte on a qui vu tout fait ce qui que s'est passé autour de la exact. sardine. Elle a pu atteindre jusqu'à 40 dirhams le kilo, Ouais. ce qui est Alors énorme. qu'elle est aux alentours de 20. Ouais. Oui, oui. Maintenant, c'est encore la multiplication enfin, des Des intermédiaires. intermédiaires, ouais. Et ça, enfin, on le dit depuis très longtemps. C'est un mal enfin, c'est des moyens de régulation sociale qu'il va falloir mettre à plat de telle manière à ce qu'on réduise leur impact. Est-ce que les marchés de gros fonctionnent de façon assez transparente, d'ailleurs? Bah, quand on parle d'intermédiaires, typiquement, c'est le marché de Exact. gros, hein. Oui, oui. Les marchés de gros, parce que, enfin, il y a en général ceux qui achètent, ceux qui rentrent là-bas, il y a une entente sur les prix, hein, et c'est là où ça se passe pas d'une manière transparente. Donc, de la digitalisation permettrait de réduire, on va dire, cet impact, rendre accessible le marché de gros à des structures ou à des organismes structurés permettrait de bypasser ça et puis après réduire le temps de stock. Parce que typiquement, quand on stocke et qu'on crée de la rareté, on est capable d'influer sur le prix. Oui. Quand même, il y a interrogation sur le prix de ces sardines, il y a interrogation sur le prix de la viande rouge, par exemple, même si elle a un peu baissé là, ces 2 derniers jours. Mais ce qui est important, hier, Salahedine Nabira, dans les décodeurs, disait après le Covid, on a atteint un palier qui était obligatoire, c'était compliqué. Et on nous a dit on redescendra ces prix après, quand la situation deviendra meilleure. Mais finalement, lui disait que le palier, il est resté au même niveau, quoi. Et qu'on ne retrouvera jamais le prix du poulet comme avant ou le prix de la viande rouge comme avant. Bon, c'est normal, ça? Enfin, c'est pas normal parce que il y a deux choses. Il y a le niveau de vie qui augmente aussi, il faut pas l'oublier. Donc, quand on atteint un palier, c'est que les dépenses aussi augmentent et c'est que le nombre d'acteurs augmente. Donc, c'est pas une question. Enfin, on ne peut pas tout diaboliser. Globalement, même si le produit arrive à la fin avec un prix exorbitant, c'est que ça a servi à nourrir des marges de beaucoup d'intermédiaires et donc derrière de beaucoup on va dire, d'emplois. Mm. Parce qu'il y a un intermédiaire qui s'occupe de la récolte, un intermédiaire de la logistique, un intermédiaire qui a accès au marché et ainsi de suite. Et donc, il y a de l'emploi derrière. Donc, c'est pas une destruction de la valeur. Mais il n'est pas normal d'avoir autant d'intermédiaires. Pourquoi? Parce qu'on a énormément d'intermédiaires dont la valeur ajoutée est très faible. Ouais. Et c'est là où on doit creuser. Il faut que, s'il y a un intermédiaire, qu'il ait une valeur ajoutée forte et qui justifie cette marge. Donc, typiquement, s'il fait de la logistique, ok, mais s'il est simplement intermédiaire parce qu'il a accès à un marché, ce n'est pas normal. Et c'est cela et ça permet de réduire le prix à la consommation de moins 20%, 20 à 30%. Donc, c'est sur ça qu'on doit travailler. Et ça passera par le concours, on va dire, de l'administration, donc la régulation des prix, la surveillance des prix, c'est très, très important. Peut-être aussi le plafonnement des prix, pourquoi pas.
C'est-à-dire dire que voilà, on attend de production d'un produit spécifique, de la carotte, de la pomme de terre, de. Et donc on maîtrise le prix et on plafonne le prix, on va dire, Oui, oui. vis-à-vis du citoyen. C'est peut-être aussi c'est une phase intéressante parce que ça permet d'apurer le marché, de faire en sorte à ce que les intermédiaires qui ne se retrouvent pas puissent abandonner ce secteur, enfin je l'espère, par eux-mêmes, et de la digitalisation. Ça permet aussi de rendre transparent toutes les interactions et toutes les valeurs ajoutées de chacun. L'État a réactivé le numéro vert 57 57 qui, pour les consommateurs qui constatent des hausses de prix, qui constatent des problèmes sur les marchés, ce qui concerne les prix, les produits. Est-ce que c'est un outil dissuasif? Est-ce que c'est un outil d'abord ou est-ce que c'est de la com en fait? C'est un outil qui va permettre d'être un défouloir de ce qui se Ah passe. oui, c'est ça. C'est-à-dire Donc que ça, voilà, je on va pense se que défouler en disant ça va attirer beaucoup de gens beaucoup de gens qui vont qui se vont dire, vouloir bah, critiquer en fait. critiquer, ça va être un défouloir. Le rationnel, c'est que c'est la transparence des prix. Il faut qu'il y ait un référentiel de prix dès le départ clair, Hmm. parce que c'est à partir de là qu'on peut, on va dire, instruire une réclamation ou dire que le prix a augmenté. Et surtout, enfin, typiquement, enfin, le poisson, on se rappelle de l'affaire du poissonnier de Marrakech, qui vendait le poisson moins cher que tout le monde. Oui, Et qui disait, moi, je gagne ma vie. oui, Et il a pu le démontrer parce qu'il était capable de ramener le poisson directement du gros vers le citoyen. Donc c'est en renforçant ce type d'initiative d'une manière structurée et plus large. C'est comme ça qu'on va réduire le prix à la consommation. Ce n'est pas en mettant un. Parce que quand vous allez recevoir un appel en disant que j'ai trouvé une sardine A, d'abord les prix ne sont pas affichés de 1. Donc il n'y a aucun vous ne pouvez le contrôler d'aucune manière que sur des contrôles inopinés, quotidiens, et ça c'est fastidieux, c'est très compliqué à mettre en place. Donc la meilleure manière, c'est de publier les prix du gros, donc ça c'est important, et qu'ils soient accessibles à tout le monde, partout, qu'on comprenne que la sardine au niveau du marché de gros, elle coûte 5 dirhams, 6 dirhams, 7 dirhams, de un. De deux, peut-être plafonner les prix, à mon sens. Je pense qu'il y a une étape intermédiaire par laquelle on doit passer, c'est plafonner les prix. C'est de dire, bah, à partir du gros qui coûte 7-8 dirhams, bah, le prix à la fin ne peut pas dépasser 12 dirhams, ou 13, ou 14, ou 15, je ne sais oui, pas. oui, oui. Et ça permet de réduire le nombre d'intermédiaires qui vont, parce que l'effet d'opportunité disparaît, Hmm. parce que la marge étant. Et ça permet de structurer le marché. Et ça permet d'avoir des acteurs qui sont professionnels et qui ont de la valeur ajoutée. Ouais, Soit ils apportent de la logistique, soit, je ne sais pas, ils ont des frigos, soit. ouais. Mais en tout cas, ils font quelque chose. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, une appli, comme il en existe peut-être dans d'autres pays, voilà, qui listerait les prix Oui, il faut. et les consommateurs pourraient aller choisir d'acheter là où Bien c'est le sûr. moins cher, etc. Les Il faut. supermarchés dans les grands pays d'Europe le font. Bien sûr. Le Euh, moins cher, qui est le moins cher. qui est le moins Ben, bien cher? sûr, bien sûr, il le faut. Et surtout, versus le prix du gros, c'est ça ce qui est Mais ça intéressant. nécessiterait donc une transparence Exactement, de transparence et de voilà, de traçabilité. Parce que traçabilité. pour que vous ayez accès au prix de la pomme de terre au moment de sa production, il faut que vous ayez le prix de revente chez l'agriculteur, et puis après, vous suivez toute la chaîne. Et de la traçabilité, oui, oui, ça a énormément de sens. Et c'est que comme ça qu'on puisse combattre cette cherté, et puis après, cette création d'opportunités qui arrive avec le ramadan. Maintenant, il ne faut pas l'oublier, on a une tension, on a une demande extraordinaire, donc ça justifie une petite augmentation, mais pas un doublement des prix. Oui, mais alors justement, le ramadan, on sait que ça arrive une fois par an. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des mécanismes de stockage stratégique pour certains produits, par Non, je exemple, ne pense pas qu'on a qui... une problématique de rareté. Je pense Non, on n'a pas. pas de problématique de Hmm. raté, on a une problématique On a une demande qui est concentrée pendant un mois. Et quand il y a une demande concentrée pendant un mois, il va falloir rendre le produit disponible s'il est ailleurs. Donc on a, Ouais, on ouais. on n'a pas tous les produits sont là. Mais en même temps, on en vend beaucoup. Oui, on Si en on vend prend les beaucoup. tomates, on va en vendre beaucoup Exactement. pendant ce mois Exact. de Donc, ce qui ramadan. fait que Donc, les théoriquement, les intermédiaires en prix profitent. Voilà, donc forcément, les intermédiaires On profite. en profitent. Hmm. Euh,
À votre avis, Hicham, est-ce qu'on peut parler quand même de surconsommation Oh, certainement. pendant ce Certaines ramadan? pendant ce ramadan, bien Ouais. sûr. Les, les tables sont hyper garnies. Enfin, on dit, l'arabia, c'est la haine, les on mange avec ses yeux, on mange pas avec ça. Et donc, il faut que au moment de la rupture de rupture de jeûne, qu'on ait une table qui contient tout ce qu'il faut. Et donc, oui, on arrive à une surconsommation qui est concentrée pendant ce mois, alors que le sens du mois de Ramadan, c'est de consommer moins. C'est Oui. de se Ouais. rapprocher de ces Alors, difficultés du Hier, quotidien. hier et avant-hier, je posais la question aux décodeurs et j'avais les deux types de réponses. J'avais certains qui me disaient, nous, on aime que tout soit sur la Bah oui, table, donc il y a beaucoup de pertes, bien bien sûr. sûr. Et puis, il y a ceux qui disent, non, voilà, le minimum et, euh, et on mange quand on a faim, quoi. Donc, c'est un peu les deux écoles, j'ai l'impression. Et c'était deux personnes qui venaient de deux régions différentes, Différentes, donc mais voilà. je pense que globalement, tous, on a des tables garnies. On mange avec ses yeux, on a envie de tout voir. Et c'est un moment de partage, c'est un moment d'invitation, c'est un moment où les familles se rassemblent aussi. Donc oui, C'est ça le plus important. mais c'est normal. Et la conséquence, c'est ce qui fait qu'on a une surconsommation pendant ce mois. On se retrouve juste après les infos avec Karim Dronet. Les décodeurs. Le décodeur aujourd'hui, c'est Hicham Hamadi. J'avais perdu ma petite fiche, donc c'est embêtant quand même pour les sujets Mais c'est parce pas que. grave, on Oh fera une là petite là, discussion. bah C'est oui, pas bien grave. sûr. Oui, on va parler de cybercriminalité, on va parler du Maroc qui veut durcir ses sanctions face aux dérives du numérique. C'est un sujet important parce que le Maroc est prêt, apparemment juridiquement et institutionnellement, à faire face à l'ampleur des usages numériques actuels. Et est-ce qu'il faut changer le système? Est-ce qu'il faut ajouter des peines? Est-ce qu'on est armé pour résister à ces attaques sur le digital? On a vu que ces crimes numériques augmentaient de plus en plus. Euh, En fait, avant d'aller sur les lois, il faut qu'on renforce nos systèmes techniques de détection et de Voilà, protection. exactement. Ça, c'est Oui. Enfin, on se rappelle tous ce qui s'est passé sur le cadastre, sur la CNSS, sur les banques. Mais actuellement, il y a toutes les banques, enfin, Mm. je ne sais pas combien de banques, ils ont un vrai problème sur leur app mobile. Ça ne marche pas. Enfin, sans les citer, deux ou trois dans les miennes. Je ne peux plus faire d'opération à partir de l'application. Il faut que je me déplace à l'agence. Je ne peux plus le faire qu'à travers le site et encore, il y a quelques opérations qu'on ne peut pas faire depuis 2 semaines. Et ça, c'est quoi? C'est des failles ou c'est trop de sécurité, Non, donc c'est certainement ça des failles. perturbe. Oh, d'accord, Ils ont ok. détecté des failles, ils sont en train ou ils se sont fait attaquer parce qu'on a une non-transparence par rapport à ça au Maroc. C'est que ailleurs, quand on se fait attaquer, on le dit, on vient, on l'assume et on explique ce qui s'est passé. Chez nous, c'est toujours un tabou. Voilà, quand on est attaqué, on ne doit pas le dire parce qu'on a peur de l'impact sur l'image et on a peur Là, qu'on vous parlez pense, de la voilà, banque. des banques. Oui, C'est oui. ça, Je parle d'accord. Oui, oui. je parle des banques, des opérateurs télécoms, je parle de tout le monde. Hein. C'est Mm. pas... Et donc, on l'assume pas. D'ailleurs, même quand les administrations marocaines étaient attaquées, ils ont pris du temps, beaucoup de temps, avant de venir prendre la parole et expliquer ce qui s'est passé. Quand il y avait les publications des salaires de la CNSS, ils ont énormément tardé à expliquer ce qui s'est passé. Donc, il faut mettre en place des systèmes de surveillance forts et que ça soit quelque chose de... enfin, d'abord, ça demande de l'expertise, ça demande énormément d'argent, et puis après, ça demande un arsenal légal. Donc, c'est normal qu'on arrive à toute la partie, on va dire, loi et légalité, de telle manière à ce qu'on puisse, on va dire, taper tous ceux qui... ce n'est plus un jeu, ce n'est plus le fait d'aller hacker un site ou ce n'est pas un jeu. Mm. Ce n'est pas, il faut pas que les gens pensent que c'est le domaine de l'impunité. Et c'est simplement, oui, c'est fun, j'ai fait ça. Non, c'est très sérieux et ça peut avoir des impacts et ça a des impacts au niveau social, au niveau financier, au niveau de la cohésion de la société. Ça a des impacts qui sont très, très, très importants. Donc oui, c'est très bien.
Et j'espère que les lois qui arriveront puissent être applicables et que surtout qu'on puisse détenir les éléments de preuve parce qu'il faut aller aussi sur la modernisation des éléments de preuve. Parce que quand vous subissez une cyberattaque, les éléments de preuve sont de l'ordre technique. Il faut que nos autorités puissent aussi être experts à manier ces éléments techniques parce que c'est un des problèmes aussi. On l'a vu pendant la CAN, je ne veux pas rappeler ces moments difficiles pour nous, mais on a vu des, on a pu observer des attaques, on a pu observer des choses. Alors je ne sais pas si c'était des crimes comme on l'entend, mais en tout cas, est-ce qu'il ne faudrait pas, et peut-être que ça existe encore hein, à la police, et ça existe déjà à la police, mais des gens, des policiers spécialisés qui enquêtent là-dessus, qui sont, bah, ça doit exister en fait. Hein. Ça doit exister, Oui, mais aujourd'hui, il faut communiquer autour de cela. voilà, c'est ça. Communiquer auprès du Bon, on sait peu public de et choses. sensibiliser. On sait peu de On sait choses. rien. Voilà, bien sûr. On voit d'ailleurs que le ministère de la Justice a communiqué cette semaine. Si le ministère de la Justice communique en ce moment, c'est parce que effectivement, il y a eu des attaques il n'y a pas très très longtemps sur l'État, sur des grandes entreprises. Donc voilà. Donc parmi les mesures phares annoncées, l'identification de nouvelles infractions liées à l'exploitation des données personnelles, ça c'est important, le renforcement de la protection de la vie privée et le doublement des peines lorsque les faits concernent des contenus à caractère sexuel. Euh, la protection des données, c'est quelque chose aussi il faut accélérer. Quoi. Bah, Et là aussi, il faut faire plus de communication peut-être. la protection des données personnelles, on a la CNDP qui opère depuis très longtemps et qui est aujourd'hui très active, la vérité, il faut le dire, par rapport à la protection, on va dire, des données de santé en interne, par exemple au Maroc. Elle a été à l'initiative de plein de discussions avec les opérateurs, avec l'administration, la protection, en fait, la protection de tout ce qui a un attrait personnel. Maintenant, il faut qu'on utilise comme étant un élément de souveraineté au-delà de la protection simplement de données. Je m'explique. Quand vous avez un opérateur international qui arrive et qui va exploiter des données des Marocains et qui sont ailleurs, il va falloir qu'on puisse l'obliger à ce que ces données restent au Maroc. Il faut qu'on en fasse un vrai élément de souveraineté. Euh, il n'est pas normal que les données des Marocains qui sont de l'ordre, entre parenthèses, pas sensibles parce que c'est pas la CIN, c'est pas des données, mais encore est-il, les données de la santé aussi sont de données sensibles, mais qui sont de l'ordre stratégique, ne devraient pas être accessibles à des organismes à l'international. On a tous vu le Cambridge Analytica, comment l'exploitation des données a pu influer sur le cours d'élection. Et l'usage de ces données peut aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avoir une déviation et avoir un impact direct sur notre société. Donc, au-delà de la protection, il faut qu'on en fasse un vrai élément de souveraineté nationale. Est-ce qu'on est assez prudent? On utilise de plus en plus de services, d'applis, tout passe par notre Non, téléphone. on est jamais assez prudent, Ouais. jamais. Enfin, la sécurité n'est pas. Vous savez, quand vous vous connectez à un Wi-Fi quelque part, prenez un risque. Quand vous ouvrez votre téléphone, prenez un risque. Quand vous êtes dans votre voiture, prenez un risque. Donc non, on n'est jamais assez prudent et il faut l'être. Ça ne veut pas dire qu'on doit rentrer dans une espèce de. On se dit, on se referme sur soi. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas être parano, Mais il mais... ne faut pas être parano. Hmm. Mais globalement, les risques sont partout. Hein. Et en général, enfin, ça a été démontré, c'est que 80-90% des risques sont déclenchés en interne, ne sont pas extérieurs. C'est une erreur de quelqu'un, c'est une clé qu'on Ah a oui. oubliée, c'est un laptop qu'on a qui est ouvert, c'est un mot de passe qu'on a donné à quelqu'un. Ouais. C'est aussi simple que Ouais. ça. Les risques techniques forts sont très rares. Enfin, ça existe et quand ça arrive, ça fait très mal, mais elles sont très rares. Alors vous êtes un opérateur dans la mobilité, vous travaillez avec de la technologie. Vous faites comment en fait?
Bah, on prie chaque jour. Oui. Non, mais Non, c'est. non, on déploie énormément de Est-ce que moyens. vous déployez des Oui, oui, moyens? on Ok. déploie Vous énormément de dépensez moyens. de l'argent là-dessus, Bah oui, mais déployer des moyens veut dire de l'argent. Donc on déploie énormément. On se fait attaquer. Je pense qu'on reçoit, allez, 300 à 400 attaques jour. c'est vrai. Oui, oui. Et encore parce qu'on n'a pas de gros serveurs. J'imagine que les autres organismes doivent recevoir au moins des milliers par jour. Donc oui, on déploie énormément de moyens. Et on a des experts dans ça. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une attaque qui met à mal notre service. Donc, il faut être très, très vigilant. On a des systèmes de surveillance, de report presque au quotidien sur l'usage de nos technologies. Ça coûte de l'argent. Mais c'est normal parce on a accès à des données de mobilité des Marocains qui sont de l'ordre stratégique parce que on a accès à tous les trajets dans une région et on ne sait pas comment ça peut être mal exploité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure sur les données personnelles, il faut qu'on arrive à les utiliser comme étant un moyen de protection de souveraineté. La suite, c'est quoi? C'est encore plus d'informations, c'est donc renforcer les lois et renforcer les punitions, on va dire. Mais comment on fait quand ça vient de l'étranger? Bah, les États-Unis l'ont résolu, c'est l'extraterritorialité de leurs lois. C'est qu'ils sont capables de, s'il y a un pirate qui s'attaque à une institution, une administration, une entreprise américaine, Hmm. bah, il est soumis à la loi américaine. Je ne suis pas sûr qu'on ait la capacité, on va dire, politique, économique, militaire pour faire cela, mais ça passe par des conventions, ça passe par le fait que notre loi puisse être appliquée ailleurs. Et ça passe par des conventions bipartites entre nous et plusieurs pays. Et ça passe par notre capacité d'abord à les détecter. Moi, je pense qu'il faut toujours prévenir, la prévention étant importante. Donc, s'il y a l'effort à mettre, c'est pour prévenir ces attaques et pour protéger nos systèmes contre ces attaques. Et donc, de mettre en place des organismes qui sont capables d'apporter, ne serait-ce que de l'audit des systèmes, l'audit des systèmes bancaires et upgrader toute notre capacité à pouvoir protéger toute l'information, on va dire, régalienne. Alors, c'est pas du tout le même sujet, mais on va rester quand même dans une thématique proche. En ce moment se déroule à Los Angeles un procès qui est un procès dans le civil sur l'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction aux algorithmes. Hier, Mark Zuckerberg est venu témoigner à la barre de ce procès. On est un peu dans le même contexte que les cigarettiers il y a quelques années. C'est la première fois qu'un procès au civil s'attaque aux algorithmes à la façon. Alors, c'était un sujet pour Ismaël Bargache, évidemment, mais est-ce que ce procès risque de faire jurisprudence ou pas? Ah, parce qu'on a vu que Zuckerberg c'était carrément presque excusé en disant que trop tard, il avait pris conscience de l'importance de ces algorithmes pour les moins de 13 ans, quoi. Donc voilà. Après, est-ce que ça va arrêter la machine? Non, pas du tout. En fait, vous parlez des cigarettes. Est-ce que pour autant les gens ont arrêté de fumer? Non, pas du tout. Oui, oui. Donc c'est pas. Non, mais le parallèle, c'est Oui, oui, exactement oui. ça. Bah, bien On sûr, est sur de la drogue, en bien sûr, fait, bien sûr. sur les deux cas. Exact. Mais est-ce que ça a eu un impact? L'effet direct, c'est que plus d'impôts. C'est que sur une cigarette, c'est 75% du prix, c'est de l'impôt. C'est de l'impôt, c'est des taxes, c'est Mhm. sur le prix. Donc l'impact direct, c'est de l'impôt. Moi, je pense que l'impact direct de cette histoire, c'est un deal qui va se faire. Ouais. C'est un deal, c'est une entente financière. Mais c'est vrai que ça soulève un vrai sujet de la dépendance des enfants en bas âge à ces algorithmes. Mhm. C'est un vrai sujet qu'il va falloir qu'on traite, mais d'abord, il faut que ça se traite. Mais ça se traite comment? Parce que beaucoup de pays, on l'a déjà dit dans cette émission, essayent d'interdire aux moins de 15 ans. C'est compliqué. Hein, C'est impossible. l'Australie a essayé. C'est Euh, impossible. on voit que C'est impossible. les jeunes C'est impossible. sont assez malins. Oui, ouais, c'est Voilà. impossible. On peut pas interdire, on peut pas arrêter. C'est très Donc ça compliqué. passe par quel type Bah, de... ça passe par une prise de conscience, on va dire, unitaire au niveau de la famille,
par une régulation plutôt au niveau de la famille. C'est comme l'histoire de la cigarette. C'est une question plutôt unitaire La, avant. la cigarette, on a vu que dans pas mal de pays, c'est le prix en fait qui C'est le prix. Ce que je vous ai Ouais. dit, c'est 75%, c'est de la Ouais, taxe. ouais. C'est aussi simple que ça. C'est plus de taxes, plus d'imposition, pour, on va dire, augmenter la barrière d'accès de Mhm. telle manière à ce qu'on se dise, bah non, les gens vont pas fumer, mais c'est pas vrai. Puis après, c'est arrivé à fumer tue, bah les gens continuent à fumer parce que même Oui, si ça fumer tue, dessus, c'était voilà, bon, c'était rien. ça Par sert à contre, le rien. prix, Bah, et pourtant, les gens fument. oui. Et ça crée, vous savez, c'est comme un ballon. Si vous appuyez quelque part, bah, ça va gonfler de l'autre partie. Et donc, si vous mettez plus d'impôts, c'est l'informel qui va l'emporter. Mm. Vous mettez trop d'impôts, c'est encore vous êtes en train de favoriser d'autres circuits. Donc, c'est pour cela que ça doit se traiter au niveau, on va dire, de l'éducation, au niveau de la famille, et une régulation plutôt unitaire ou atomique. On ne peut pas le réguler d'une manière globale. Et c'est de la responsabilité des parents, c'est de la responsabilité Ça paraît de l'école. compliqué quand même. Hein. Bah, écoute, par exemple, dans notre cas à nous, bah, mon cas à moi, j'ai deux enfants, bah, ils n'ont pas accès aux médias, ils n'ont pas accès aux réseaux sociaux pendant toute la semaine. Mm. Ils en ont accès le week-end, Oui, mais bon, le par week-end, exemple. bon, le week-end, Oui, mais, ils ont leurs réseaux sociaux. mais c'est déjà Voilà. 2 sur 7. C'est pas Quel 7 âge? sur 7. Quel âge? 17 et 12 ans. Ouais. Mais c'est 2 sur 7 et pas 7 sur 7. Ouais. Enfin, quand on parle de régulation, c'est que ça. C'est de dire quand j'ai accès Ça, et à quoi j'ai accès. je fume le week-end. Par exemple. Merci Hicham. Merci Hicham Hamadi, le décodeur aujourd'hui Mais avec elle est pas Hicham mal, Hamadi. je fume le week-end. Et on se retrouve très bientôt À très dans vite. l'émission. À très vite. Nous, on se retrouve demain, 7h30, 10h, nouvel horaire pour le Ramadan. Et dans quelques minutes, 10h, 11h30, les experts avec Badr Saoudi. Atlantique Radio. La matinale jusqu'à 10h.